Salut à tous, je suis Déléon Peta de la chaîne Géopolitique Mondiale ici, et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons regarder une vidéo dont je sais déjà que beaucoup de gens vont m'insulter de tous les noms possibles. Mais il est indéniable que nous aurons un sérieux problème avec ça. Ce n'est qu'une question de temps. La question est de savoir dans quelle mesure les universités publiques, fédérales et, dans une moindre mesure, celles des États, pèseront sur le budget public dans les décennies à venir. Et ne vous y trompez pas, ce n'est pas négligeable. Et si vous hésitez avec moi en pensant « Adrien, mais tu es contre l'investissement dans l'éducation et la science ?» Non, j'y suis complètement favorable. L'investissement ne correspond pas à ce que pensent les gens. Il ne suffit pas de dépenser de l'argent, il faut une stratégie, des objectifs et une planification, ce qui manque presque toujours. On jette l'argent, on s'en remet à Dieu et on espère que ça marche, mais ce n'est pas comme ça. Nous allons voir cela en détail dans la vidéo d'aujourd'hui. Avant de m'insulter, regarde la vidéo jusqu'au bout puis commente ton avis. Je suis Déléon Peta et voici la chaîne Géopolitique Mondiale. Le Brésil traverse une transition démographique accélérée. Et pour préciser, contrairement à ce que beaucoup disent sans comprendre, la crise démographique n'est pas seulement une faible natalité et un faible taux de naissance, mais bien une faible natalité combinée en même temps à un vieillissement rapide de la population. La crise démographique résulte de ces deux facteurs réunis. Si vous suivez la chaîne, vous savez que la logistique, notamment les routiers, sera l'un des premiers secteurs touchés et l'est déjà. Cependant, un autre secteur, qui apparemment ne semble pas aussi grave, mais qui représentera un gouffre fiscal colossal pour les finances du gouvernement, c'est le secteur de l'éducation. Le taux de fécondité nationale est passé de 2,32 enfants par femme en 2000 à 1,57 en 2023. Et même si les prévisions annoncent un taux de 1,44 vers 2041, laisse tomber. Nous atteindrons ce chiffre bien avant 2041, probablement avant 2030, au moins 11 ans avant l'estimation officielle. Et, comme résultat évident, la population jeune est en train de diminuer. Aujourd'hui, il y a environ 56 millions de Brésiliens âgés de moins de 20 ans en 2025, mais les projections officielles estiment qu'ils seront 32 millions en 2070. Encore une fois, gardez à l'esprit que les projections officielles se sont largement trompées sur le calendrier, il est donc probable que nous atteindrons ce chiffre plus tôt. Quoi qu'il en soit, entre 2030 et 2040, la proportion de personnes âgées dépassera définitivement celle des jeunes, inversant ainsi la pyramide des âges du Brésil. Nous deviendrons vieux comme les pays développés, mais nous resterons pauvres comme les pays en développement. Cette réalité démographique varie selon les régions. Les États des régions sud et sud-est, qui connaissent une baisse des naissances depuis des décennies, ressentent déjà plus intensément le choc. Mais pas seulement là-bas. Le nord et le nord-est, qui ont encore un taux relativement élevé, connaissent un ralentissement beaucoup plus rapide même que celui du sud et du sud-est. Et dans l'ensemble, le vieillissement de la population est une tendance nationale et irréversible, du moins pour l'instant, ce qui pose de sérieux problèmes aux secteurs qui dépendent d'une base jeune. Qu'en dit précisément l'éducation ? Un domaine qui sera non seulement touché par cette crise démographique apparemment inévitable, mais aussi par l'incompétence et la corruption du gouvernement fédéral, des gouvernements des États et des gouvernements municipaux du Brésil. Ces dernières décennies, le Brésil a beaucoup développé l'enseignement supérieur public. Aujourd'hui, il existe 69 universités fédérales dont 20 ont été créées au cours des 25 dernières années seulement, et environ 40 universités d'État réparties à travers le pays. Des centaines de nouveaux campus et instituts fédéraux ont été ouverts dans le pays, augmentant l'offre de cours gratuits presque partout. Dans le cadre de deux objectifs officiels plus larges et d'un principal, qui est officieux, le premier des objectifs officiels étant de créer, comme par magie, des professionnels qualifiés dans l'enseignement supérieur en augmentant le nombre de places, comme si ouvrir plus de places aboutissait nécessairement à des professionnels plus qualifiés. Et le second, amener une masse d'étudiants dans des villes plus petites, afin de stimuler l'économie locale, rendant certaines villes pratiquement dépendantes de la présence des étudiants et du personnel de ces établissements fédéraux. Et l'autre raison officieuse, c'est de donner la fausse impression que le gouvernement fédéral investissait dans l'éducation. Et je dis bien une fausse impression. Parce qu'en faisant cela, on a fini par privilégier excessivement l'enseignement supérieur au détriment de l'enseignement de base. Et bien sûr, investir dans l'éducation est quelque chose de très bien, de très positif, mais seulement quand c'est fait de la bonne manière, comme la Corée du Sud et la Chine l'ont fait par le passé. Et aujourd'hui, celui qui le fait de manière très appropriée, c'est le Vietnam.
Dans tous les cas de réussite, la priorité est donnée à l'enseignement de base le plus fondamental, et ce n'est qu'avec le temps, au fil des décennies, qu'on évolue vers l'enseignement supérieur. Le Brésil n'a pas voulu débuter en fournissant d'emblée des professionnels issus de l'enseignement supérieur. Après tout, développer l'enseignement supérieur public donnait de la visibilité et des voix. Alors qu'investir dans l'éducation de base non seulement prend du temps pour donner des résultats, mais en plus c'est quelque chose de plus invisible, politiquement parlant. Et ne vous y trompez pas, le poids de ces universités et instituts pour certaines villes n'est rien de moins que leur propre existence. Parce que entre 2003 et 2010, le nombre de municipalités desservies par des universités fédérales est passé de 114 à 272. Les instituts fédéraux ont connu un développement impressionnant. Entre 2005 et 2016, 422 nouveaux campus d'instituts fédéraux ont été créés, totalisant 682 unités du réseau fédéral d'éducation professionnelle et technologique. Jusqu'en 2023, avec un plan d'expansion en cours, l'objectif était d'atteindre 782. Cette présence a transformé beaucoup de ces villes en villes universitaires. Des petites et moyennes municipalités accueillent désormais des campus fédéraux, attirant des étudiants extérieurs et dynamisant l'économie locale. La principale unité dans ce sens est le Minas Gerais, avec 19 unités fédérales installées entre 2000 et 2010, la plupart étant situées à l'intérieur de l'État. Comme une idée non seulement d'occuper l'intérieur, mais aussi de stimuler l'économie de l'intérieur de l'État. Les États du Nord-Est et du Nord ont également commencé à avoir une université fédérale dans des régions de l'intérieur, où auparavant il y avait peu d'activités économiques diversifiées. Ce qui a fait que, dans beaucoup de ces villes, les institutions fédérales sont devenues des moteurs économiques centraux, générant des emplois, des revenus et stimulant des secteurs comme le commerce, les services et la construction civile. La contribution économique de ces institutions dans leur ville d'accueil peut être mesurée en termes de participation au PIB municipal, de création d'emplois et de flux financiers. Bien qu'il n'y ait pas toujours de données officielles précises sur le PIB généré par une université dans la ville, des études de cas et des enquêtes institutionnelles donnent une certaine idée. À Lavras, dans le Minas Gerais par exemple, l'université fédérale est devenue un facteur économique très important, dépassant même la mairie elle-même en termes financiers. Entre 2007 et 2016, les ressources annuelles mobilisées par l'UFMG sont passées de 164 millions à 353 millions. Alors que les recettes totales de la municipalité sont passées de 170 millions à seulement 242 millions. En 2015, par exemple, le budget de l'UFLA était environ 69%, supérieur à l'ensemble des recettes de la mairie de Lavras. Un autre exemple notable est Santa Maria, dans le Rio Grande do Sul, où le commerce local augmente son chiffre d'affaires de plus de 30%, avec la reprise des cours universitaires chaque début d'année. Les agences immobilières, les magasins de meubles et d'électronique voient leurs ventes augmenter de 30% à 50%. Mais lorsque les 30 000 étudiants reprennent les cours, et ce ne sont là que deux exemples d'une réalité qui se répète dans tout le pays. Dans plusieurs de ces cas, la dépense publique en éducation locale fonctionne comme le moteur de l'économie municipale, avec les salaires des enseignants, des techniciens et des prestataires de services payés par l'État, enrichissant le commerce et les services des villes. En dehors des capitales, les villes de l'intérieur qui possèdent des universités ou des instituts fédéraux ont une forte participation du secteur public dans leur économie, souvent supérieure à la moyenne nationale. Cette dépendance fait que la commune semble, en apparence, protégée des fluctuations économiques nationales. Après tout, le salaire des fonctionnaires et les dépenses publiques maintiennent une certaine stabilité, même en période de crise. Mais au lieu de cela aurait pu se traduire par une opportunité. L'incompétence des maires, dans la grande majorité des cas, a fini par générer un effet de dépendance et d'addiction aux ressources publiques, ce qui s'est traduit, en pratique, par une faible diversification économique. Cependant, cet avantage apparent va bientôt se transformer en cauchemar budgétaire pour tout le pays. Parce qu'avec la diminution du nombre de jeunes diplômés du lycée, un décalage commence à apparaître entre la capacité installée des universités et la demande réelle d'étudiants. Il en résulte alors un excès de places et des cours sous-utilisés. Face à la crise démographique, des indicateurs récents commencent déjà à apparaître, montrant la désertification de l'enseignement supérieur avec la baisse de la demande. Avec le nombre d'inscrits à l'ENEM passant de 8,7 millions en 2014 à seulement 3,4 millions en 2022. Atteignant son niveau le plus bas en 17 ans avec une légère augmentation à 4,3 millions en 2024.
De la même manière, les concours traditionnels enregistrent moins de candidats à São Paulo, comme l'Unicamp et l'UNESP, ayant en 2022 le plus faible nombre d'inscrits depuis 2012. Et en plus de la baisse de la demande, il y a aussi le facteur des places non pourvues. Parce qu'en 2023 environ, la moitié des places offertes dans les universités publiques n'a pas été occupée, ce qui a laissé environ 285 000 places vacantes cette année-là. Autrement dit, une très grande partie de la structure des cours est restée sans étudiants, suffisamment pour les remplir. À l'Université fédérale de Santa Catarina, par exemple, il y a eu une augmentation de 1800% du nombre de filières ayant moins de candidats que de places entre 2019 et 2023. Ce qui signifie que de nombreux cours n'arrivent même pas à attirer un nombre d'étudiants équivalent au nombre de places disponibles, ce qui indique une offre bien supérieure à la demande. Et le pire, c'est qu'environ 60% des étudiants des universités fédérales abandonnent leur cursus avant d'obtenir leur diplôme, ce qui fait qu'aujourd'hui, seulement 40% terminent leurs études. Ce qui, d'accord, ne serait pas un problème si nous parlions d'une institution privée, par exemple, où l'étudiant paie avec ses propres ressources. Mais sachant que les universités publiques sont financées par l'argent public, cet abandon massif aggrave l'inactivité, car même les places initialement occupées finissent par rester vacantes au fil des années et coûtent la même chose. Moins de jeunes s'inscrivent et la moitié des places restent vacantes dans de nombreux cursus, révélant clairement une surcapacité. Autrement dit, si les tendances démographiques brésiliennes se maintiennent, le système public d'enseignement supérieur sera dimensionné pour un contingent de jeunes bien plus important que celui qui existera réellement. Ce qui entraînera des salles vides et des cours sous-utilisés dans tout le pays. Mais contrairement aux institutions privées, où la baisse des recettes oblige l'université à réduire ses dépenses, dans le cas des universités publiques, cela n'arrive pas. Les dépenses non seulement restent, mais augmentent à mesure que les employés voient leur salaire réajusté. L'impact budgétaire de ce déséquilibre entre l'offre et la demande éducative sera dévastateur, car les universités publiques fonctionnent avec des coûts qui partent toujours d'un plancher fixe. Les professeurs, les techniciens et les autres agents sont des fonctionnaires titulaires avec la stabilité de l'emploi, ce qui signifie qu'ils ne pourront pas être licenciés comme une réponse à la diminution du nombre d'étudiants. Les enseignants bénéficient de plans de carrière assurant des hausses de salaire automatiques selon l'ancienneté et les diplômes. Cette rigidité engendre une structure de dépenses difficile à ajuster lorsque l'institution doit réduire sa taille. Aujourd'hui, la majeure partie du budget des universités publiques est absorbée par la masse salariale. En moyenne, les universités fédérales dépensent près de 80% de leurs ressources uniquement pour les salaires et les avantages du personnel. Et à l'Université fédérale de Rio de Janeiro, par exemple, l'une des plus grandes du pays, le budget annuel est d'environ 3,9 milliards de reais. Près de 9 reais sur 10 sont destinés au paiement des salaires, ce qui laisse moins de 10% pour l'entretien, les investissements dans les laboratoires, les bourses d'études et tout le reste que vous pouvez imaginer. Ce pourcentage était en augmentation. Il était d'environ 80% en 2014 et s'est rapproché de 90% en 2021, en raison de l'expansion des effectifs et de la progression automatique des salaires. Donc si la structure financière de nombreuses institutions était déjà au bord de l'effondrement avant même que l'on pense à une crise démographique, imaginez l'ampleur du déficit avec la baisse du nombre de jeunes. Le cœur du problème, c'est que les dépenses de personnel sont extrêmement rigides. Chaque professeur titulaire embauché représente un engagement de dépenses pour plusieurs décennies, en plus de ne pas pouvoir être licencié ou mis à pied. Sauf dans des cas de faute vraiment très graves. Cet enseignant continuera à recevoir après la retraite, via la sécurité sociale publique, comme l'a souligné une analyse. En pratique, chaque professeur intégré au système sera pris en charge jusqu'à la fin de sa vie. Étant donné la stabilité et la retraite garantie, et leurs salaires augmentent automatiquement à mesure qu'ils progressent dans leur carrière. Autrement dit, le coût non seulement demeure, mais il a tendance à augmenter à long terme, que le cours ait ou non des étudiants. Cela constitue une bombe à retardement fiscal dans des scénarios de salles vides, l'université n'arrivant pas à réduire ses dépenses dans la même proportion que la perte d'étudiants. Mais il y a un autre détail encore plus préoccupant. Le niveau élevé des salaires du corps enseignant dans les institutions publiques brésiliennes, surtout celui des professeurs beaucoup plus âgés.
Ce niveau est totalement indéfini, incompatible avec la réalité du pays. À un certain niveau, même comparé au reste du monde, le salaire converti en dollars atteint une moyenne mondiale. Mais le niveau d'exigence qu'ils ont dans leur carrière pour la production d'articles est pathétiquement faible. Certains passent des décennies sans publier un seul article. Les salaires des professeurs d'université titulaires figurent parmi les plus élevés de la fonction publique civile. Par exemple, un professeur titulaire au sommet de sa carrière, en régime de dévouement exclusif, recevra un salaire de base minimum de 22 000 réés par mois. Et voyez, nous parlons ici d'un salaire de base minimum pour les plus anciens. Parce qu'avec les ajouts, les fonctions gratifiées et les postes de direction, ce ne sont pas des choses rares. Il n'est pas rare de voir des cas de 30, 40 ou même 50 000 réés. Les universités fédérales ont-elles la rémunération la plus élevée, limitée par le plafond fédéral, équivalent au salaire des ministres de la Cour suprême? Le montant net typique dans cette fourchette serait d'environ 25 à 27 000, avec des décisions judiciaires favorables. Certains de ces fonctionnaires fédéraux ont reçu un salaire brut de 50 à 65 000 et un salaire net de 30 à 45 000. Dans les universités d'État de São Paulo, historiquement, cela fait déjà longtemps que les plus hauts salaires ont dépassé le plafond de l'État, qui était auparavant de 23 000. Nous avons des exemples de professeurs retraités de l'USP avec 60 000 réés en 2014 et 69 000 en 2019 brut pour d'anciens professeurs retraités, encore protégés par des injonctions judiciaires. Il existe des paiements plus élevés qui varient entre 50 et 70 000 dans les universités d'État d'autres États. Cela varie beaucoup d'un cas à l'autre, selon la richesse et le budget de l'État, dans certains cas, de certains États. Avec des salaires plutôt modestes, mais de toute façon des salaires plusieurs fois supérieurs au revenu familial moyen brésilien. Et plus la personne est ancienne et retraitée, plus c'est effroyablement élevé, ce qui est un problème en considérant le scénario futur. Et qui va finir par payer pour ça ? Ce sont justement les nouveaux enseignants qui vont seulement maintenant commencer à entrer dans ces postes publics, avec des salaires de base autour de 5 à 6 000 qui vont probablement rester gelés pendant des décennies, pour compenser le salaire élevé des plus anciens. Et en plus de tout cela, ils devront couvrir les activités des retraités et des autres plus anciens, surchargeant justement ceux qui vont entrer maintenant avec un salaire inférieur. Ces montants sont des multiples de la moyenne salariale nationale et sont très rares dans le secteur privé brésilien. Cela reflète un poste absurdement valorisé dans une carrière qui, en général, est extrêmement dévalorisée. Cependant, d'un point de vue budgétaire, cette masse salariale effrayante, combinée à des milliers d'enseignants titulaires, entraîne un coût élevé et peu flexible pour l'État à soutenir de manière aussi indéfinie. Cela ne se justifie pas, surtout dans un contexte où le nombre d'élèves par enseignant ne cesse de chuter en raison de la diminution de la population étudiante. Des spécialistes avertissent qu'il y aura une sureffectif du personnel dans les réseaux d'enseignement. À titre d'exemple, le réseau public d'éducation, tout niveau confondu, emploie environ 1860 enseignants. À l'avenir, nous pourrions avoir besoin de moins d'1 million d'enseignants. Ce qui, évidemment, se reflètera dans l'enseignement supérieur, où il y aura plus de professeurs que nécessaire pour répondre à des classes de plus en plus petites, sans réforme des règles d'embauche et de licenciement. Cet excès d'enseignants rémunérés constituera un gouffre permanent dans les finances publiques. Cela condamnera le Brésil à des dépenses très élevées, même avec une faible occupation étudiante pour tout le reste du siècle. Et juste un petit ajout ici les amis, par rapport à la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agit de la question suivante. Une chose que les professeurs d'université publique avancent, et ils ont raison sur ce point, c'est qu'ils ne sont pas simplement des enseignants de cours. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Les universités ne sont pas là uniquement pour donner des cours. La fonction d'un professeur d'université publique ou privée devrait être celle-ci. Mais au Brésil, ce n'est pas le cas. Mais cela devrait être de faire de la recherche. Donc en fait, il ne s'agit pas seulement de donner des cours. Donner des cours par semaine, travailler en classe 8 heures par semaine, c'est acceptable parce que le reste du temps, il fait de la recherche, il développe des articles, des papiers, des publications. Ça devrait être comme ça, mais ce n'est pas vraiment le cas. La vérité, c'est que nous voyons de plus en plus de cas. Il y a plein de cas de professeurs qui tout simplement ne publient pas et ne font pas de recherche dans le domaine des sciences humaines. C'est catastrophique, mais je vois aussi des gens me rapporter des cas dans le domaine des sciences biologiques et exactes, qui ne sont pas si différents. C'est un problème très grave.
Il n'est pas rare de voir des professeurs gagner 20, 30, 40, 50 000 réés par mois de salaire, sans compter les avantages. Et ils publient un article tous les 4 ou 5 ans. J'ai même vu des cas de 8 ans. Le gars qui a réussi le concours a fini sa période probatoire, n'a plus rien publié, il se contente de toucher son salaire et de donner des cours. Il prétend aussi encadrer. Il se plaint du manque d'encadrement, donc ce n'est pas simple. Ça devrait être comme ça, mais on ne voit pas ça se traduire non plus en publications scientifiques, surtout de haut niveau, n'est-ce pas? Donc c'est une question qui doit être posée ici. Et si vous, qui regardez la vidéo, faites un master, un doctorat, un post-doctorat, vous savez que je dis la vérité. Car vous avez sûrement déjà entendu parler d'un cas similaire impliquant une figure importante de votre département, en sciences humaines, exactes ou biologiques. La vérité est pire, mais vous le savez déjà. Vous avez entendu parler d'un cas comme ça, donc cette question existe vraiment, d'accord? Il touche des salaires très élevés, complètement hors des standards réalistes de la réalité brésilienne. Des primes de déplacement, selon le pays, qui dépassent même les normes internationales, selon le département. Et ils ne produisent pas l'équivalent pour justifier cela, donc quelque chose doit être revu. Cependant, ne vous y trompez pas à cause des lois brésiliennes. Ce budget est bloqué, au mieux, jusqu'en 2060 et il est très probable qu'il ira jusqu'en 2080 ou 2070. Autrement dit, nous venons de terminer un quart de siècle. Mais le budget public pour ces professionnels est bloqué pour le reste du 21e siècle. Quiconque touche à cette question peut se préparer, car ça va créer du désordre, ça va mal tourner. C'est très problématique d'intervenir dans ce domaine, mais ne rien faire l'est aussi. Eh bien, les forces de l'univers vont agir de toute façon et le coup va venir parce que quelqu'un doit payer cette facture. Mais enfin, merci beaucoup à tous, j'espère que ça vous a plu. Si tu n'es pas d'accord avec moi, avant de critiquer, laisse un commentaire et dis de ce que tu en penses ou ce avec quoi tu n'es pas d'accord. Si j'ai oublié un point, tu peux le commenter. Sois civilisé, pas besoin de venir m'insulter puisque les gens adorent m'insulter gratuitement, commente simplement. Allez, essayons d'être au moins un minimum civilisé. Je lirai sûrement ton commentaire. Si tu es d'accord, partage tes arguments ou signale ce que j'aurais oublié. La vidéo est déjà très longue, donc on peut encore ajouter des choses, sinon ça deviendrait un documentaire, non? Mais de toute façon, merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Partage aide la chaîne à continuer de grandir en partageant cette vidéo avec tout le monde que tu connais, parce que cette chaîne est pratiquement une chaîne culte, obscure, oubliée par YouTube. Donc votre aide est très importante. D'accord? Amitié, merci et à la prochaine vidéo.